Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Kill Reel. Aujourd'hui on vous parle de The Neon Demon. Donc The Neon Demon, c'est le nouveau film de Nicolas Winding Refn, très très connu pour avoir fait Drive, mais aussi Valhalla Rising, la trilogie Pusher, Only God Forgives. Et aussi Bronson. Bronson aussi, exact. Mais évidemment, Drive semble quasiment le début de sa filmographie, étant donné que c'est le film, je pense, qui a eu le plus grand impact public, et aussi sur son style, étant donné que ça marquait quand même une grande séparation avec le restant de sa filmographie. Ouais, vraiment. Mais cette fois-ci, donc, The Neon Demon qui continue encore dans cette vibe-là, pété de couleurs, des néons partout, musique, électro. Cette fois-ci, Refn s'intéresse au milieu de la mode. Grosso modo, c'est l'histoire classique d'une jeune fille pleine de rêves qui s'en va à Los Angeles pour devenir top modèle. Puis elle va réussir, mais elle va aussi en même temps un peu se brûler les ailes. Ce film-là, on a vraiment hésité à faire une vidéo là-dessus, parce que bien que le film soit un peu vendu dans un emballage, son trailer a l'air de nous vendre ça comme un film d'horreur quand même. Définitivement. On avoue quand même, il n'y en a pas tant que ça. Non. C'est pas tant un film d'horreur, on est vraiment plus dans le thriller dramatique. Il y a des petites touches par-ci par-là de... Puis aussi quand même un désir, je pense. Bon, on va mettre les choses au clair. J'aime beaucoup Nicolas Winding Refn et Frédéric ne l'aime vraiment pas beaucoup. Non. Drive, j'ai adoré ce film-là, comme beaucoup de gens. Moi, j'ai détesté. Toi, t'as détesté profondément. Ouais. Et moi, en fait, Only God Forgives, je suis un des plus grands défenseurs de ce film. Parce qu'en fait, Nicolas Winding Refn il est souvent accusé de pondre des coquilles vides. Puis moi, en fait, j'avais vu dans Only God Forgives nettement plus qu'une coquille vide, puis j'avais défendu ce cinéaste-là. Donc, Frédéric, est-ce que The Neon Demon a suffi à changer ton opinion du cinéaste danois? Définitivement pas. Mais puis c'est dommage parce que je me suis installé dans la salle de projection et puis je me suis dit, j'espère vraiment que ce film va me convaincre que j'ai tort. J'avais vraiment le feeling que ça allait être mauvais, puis... Mais j'espérais que ça ne le soit pas. Ouais, moi, étant un grand fan de ce cinéaste-là, j'ai été vraiment déçu. Refn m'a vraiment rendu la tâche de le défendre plus difficile, étant donné que c'est vrai qu'au bout du compte, The Neon Demon, c'est quand même une coquille vide. C'est une grosse coquille vide. Il y a vraiment peu de choses à dire au sujet de ce film-là. Il essaye plein de trucs, à mon avis. Il y a un grand potentiel dans ce film-là, dans ce sujet-là, à mon avis aussi. Mais c'est juste tellement dommage de voir qu'il fait rien avec, en fait. C'est certain que The Neon Demon, c'est extrêmement beau. Ouais, ça, c'est quelque chose que tout le monde s'entend catégoriquement. C'est d'une beauté assez à couper le souffle. Ouais. C'est un des premiers problèmes d'ailleurs, comme c'est sa plus grande force, mais c'est aussi un de ses pires ennemis. Le film est tellement beau, c'est juste une succession de beauty shots, mais qui perdent de leur sens. Ouais. Puisque le principe d'un beauty shot, c'est d'être beau au milieu du tas de marde qui est autour. mais là, comme tout est beau du début à la fin, ça devient vraiment tasteless à la fin. Puis aussi, il souffre un peu de... J'ai l'impression que le fait d'être beau, comme je te disais tout de suite après la projection, le fait d'être beau fait partie de sa démarche. Puis le fait d'être trop beau fait aussi partie de sa démarche. Du fait que c'est publicitaire, c'est la mode, c'est léché. J'ai comme l'impression qu'il y a un certain moment donné, on se dit, bon, mais là, on en a assez vu. Comme des plans de Elle Fanning dans le miroir au ralenti, en train de regarder des robes. Écoute, on en voit en tabarouette des plans comme ça dans ce film-là. Comme tu dis, c'est vraiment bien dit qu'ils perdent totalement leur effet. Oui, vraiment. Autant qu'ils ont le but ont comme but de justement de nous époustoufler, ben au bout du compte, ils deviennent totalement banals et c'est assez dommage. Insignifiant quand même. Ce que je te disais, c'est que j'ai l'impression que ce film-là aurait gagné si le réalisateur avait simplement pris des screenshots de son film et en avait fait une expo photo. C'est vrai. Tu ferais une coupe ici? Non.
continuant dans le monde de la musique électro qu'il a instauré avec Drive puis Only God Forgives, ben The Neon Demon a aussi une trame sonore qui est remplie de synthé puis que il essaie vraiment de nous en mettre plein la vue avec plein les oreilles plutôt avec sa trame sonore, une espèce de trame sonore assez onirique, dramatique, qui mélange plein de sonorités différentes. Puis aussi des morceaux très très techno. Ouais. Il y a du gros beat. Ouais. Il pousse justement le côté électro encore plus loin, je pense, avec le contexte du film. Tu sais, qui se passe dans un monde glamour et tout ça. Il y a beaucoup de parties dans ce film-là. Ouais, des nightclubs, on va finir. Puis justement, il pousse ça quand même assez loin dans sa musique, composée par Cliff Martinez, le même qui a fait celle de Only God Forgives et Drive. Mais, comme on disait, le film est noyé, là. Il est noyé dans sa musique. Il y a des moments où est-ce que... Autant qu'au début, je trouve que la musique, elle est super bonne, elle est super efficace. Mais premièrement, je tiens à dire que moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé la musique du film. Sauf qu'il y en a juste trop. Comme il y a des scènes qui... finit pas. Ouais, il y a des scènes qui sont totalement vidées, en fait, de leur pouvoir dramatique, à mon avis, à cause du fait que la scène, elle est juste noyée dans la musique. À mon avis, c'est au détriment du film. Puis au détriment de la dramatique du film. Ah, mais ça, c'est évident. Ça... Puis c'est vraiment fatigant, je trouve. Et autant, c'est ça, dans les premières minutes du film, on se dit, hey, ça accompagne tellement bien les images. Il instaure vraiment une ambiance intéressante. Mais j'ai l'impression qu'il fait la même erreur avec la musique qu'avec les images. Totalement. Il y en a trop. Il y en a vraiment, vraiment trop. Et c'est vraiment en plus quelque chose qui participe à l'effet de longueur interminable du film. J'ai comme l'impression que tout est tellement beau, et beau visuellement et au son, à la musique, que ça donne une impression de plat tout le long du film. Vraiment, oui. Que chaque scène est comme... C'est comme s'ils disaient, bon là, cette scène-là, c'est la plus importante. Celle-là, c'est la plus importante. Je mets toute ma musique là, je mets toutes mes belles images là. Puis, tu sais, au bout du compte, ça donne vraiment une impression d'aplat. Tu sais, comme on compare souvent un film à un manège, avec des montées, des descentes, tout ça. Parce que là, c'est une belle ligne qui dure à droite et un peu trop longtemps. Oui, clairement. De manière générale, comme on l'a dit, comme la musique, tu la trouves cool, les images sont belles. C'est un film qui est quand même une sorte de ramassis d'opportunités un peu manquées. Tu m'avais dit que on a des belles images, on a de la belle musique, on a des bons acteurs, on a tout ce qu'il faut, mais il manque le scénario. Le scénario reste à écrire. Ouais, puis moi je trouve que ça va même dans le contenu du film. Que je trouve que j'aime absolument tout ce qui amène, toutes les idées qu'il met sur la table un peu. J'aime chaque élément, j'aime ses thèmes, j'aime tout. Sauf que il reste à l'idée de concept, il reste des idées. Il reste au statut de... Mais comme tu dis, c'est comme si le scénario restait encore à être écrit. Mais moi, j'ai l'impression qu'il a filmé un pitch. Totalement. Le pitch de vente qu'il a fait à la production, il l'a juste filmé. On a quand même une storyline qui est extrêmement faible, qui est un genre d'archétype qui n'a pas du tout été creusé. On a juste une jeune fille pleine de rêves qui va se casser la gueule. Puis ce qui est dommage, c'est Comme on l'a déjà vu 1000 fois avec Black Swan, par exemple. Ah oui, le Black Swan est assez... on peut comparer les deux films assez facilement. Ils traitent de sujets assez similaires, de thèmes similaires. Mais ce qui est dommage, c'est que... En fait, comme je te disais, ce qui me dérange le plus de ce film-là, c'est pas ce qui est dans le film. C'est ce qui est pas dans le film, en fait. Oui, clairement. C'est... Chaque thème abordé sont intéressants. Puis juste le fait que Refn se penche sur un sujet qui est un peu d'actualité, tandis que Drive puis Only God Forgives, c'est des trucs purement humains ou... en lien avec un milieu certain, tandis que là, c'est purement d'actualité. Puis c'est aussi justement une réflexion sur la beauté, sur le concept de la mode et tout ça, c'est des thèmes qu'on aborde souvent, en fait, de plus en plus aujourd'hui. Puis c'est dommage de voir que, justement, abordant un truc qui est aussi différent du reste de sa filmographie, il décide de pas l'amener plus loin. Mais c'est aussi je trouve qu'il y a aussi un peu ce phénomène de symbolisme bas de gamme. The Neon Demon, en fait, c'est quand même un film qui est une suite de tableaux suresthétisés, parfois à la limite du fantasmagorique. L'analyse qu'on peut faire de ces images-là semble vraiment... On peut pas aller plus loin que la surface, parce qu'il n'y a que de la surface, j'ai l'impression. The Neon Demon demeure un film qui a un propos, une critique du milieu de la mode, qui est très faible et qui a l'air de se limiter à un commentaire de la section commentaires de sites comme BuzzFeed où n'importe qui s'invente une personnalité puis ça invente beaucoup de propos. Oui, c'est ça. Puis j'ai l'impression que The Neon Demon
tombe un peu. Il n'en reste que ça, Ouais. au final. Bon, va falloir en parler à un moment donné. Ouais. L'horreur dans The Neon Demon. Parce qu'il y en a. Totalement. On va être obligé de spoiler le film pour pouvoir parler de ça. Donc, soit aller au timecode qu'on va afficher quelque part, soit aller voir le film, Ou pas. ou vraiment pas. Vous n'êtes pas obligé. Non, c'est ça, vous infligez pas ça. Mais donc voilà, on rentre dans une zone spoiler sur la vidéo. Vous l'a prévenu. Le film commence quand même, juste après un très joli générique, par une première scène, qui est clairement une scène d'horreur. Le film s'ouvre donc sur le personnage principal, égorgé sur un canapé, avec une caméra qui fait des travelling avant, arrière, à n'en plus finir. puis déjà là, on a une première sorte de promesse de la part du réalisateur. Ouais. Un petit tease. Ouais, vraiment du teasing pas très nice parce que dans le fond... C'est un peu agace, ouais. Ouais, c'est ça, on te promet tout de suite un film d'horreur et très rapidement, boum, ça disparaît. Puis l'horreur revient pas avant un sacré bout, je pense. Non, vraiment pas. La suite, c'est quoi? C'est La scène de l'hôtel. du motel? Ouais. Ouais. Avec Keanu Reeves. Avec Keanu Reeves. Ce qui est dommage de cette scène d'ouverture-là, c'est que, comme tu dis, c'est une promesse. Mhm. Puis on sent à la base le désir de Refn de faire de l'horreur. Connaissant un peu son background, puis toutes ses influences, puis le cinéma qu'il aime, on se dit, bon là, il va à fond dans l'Argento, là, il va... on niaise plus, là. Ouais. Mais vraiment pas, en fait. Mais c'est surtout ce qu'il y a de plus prometteur dans le film, ce sont les scènes d'horreur. Totalement. Donc on a parlé de l'ouverture, du motel, mais il y a aussi une séquence assez dégueu, vraiment, de nécrophilie. Ouais. Le film a quand même fait un peu parler de lui avec cette scène-ci. Entre autres. Oui, entre autres. Ce qui est quand même assez... Refn, il aime quand même assez ça choquer. Je crois que tu allais dire, Refn, il aime quand même ça, la nécrophilie. Mais c'est ça, dans The Neon Demon, j'ai l'impression que l'horreur, elle est plus... Essaye de la rendre plus sensorielle. Ouais. Sensorielle cheap, là, selon moi. La fameuse scène de nécrophilie, donc... Elle est là, et on sait pas trop pourquoi. Non. C'est juste un personnage qui est relativement weird depuis le début du film, mais de façon... pas aussi prononcée. Non, c'est ça. D'un seul coup, là, elle saute sur un cadavre, et puis elle se met à se tripoter la chenouille. On n'arrive pas à savoir si le réalisateur veut essayer de faire passer un message. Est-ce qu'il y a là aussi une symbolique de la beauté morte Mais comme je te dis, j'aime ce qu'il a essayé de faire avec cette scène-là. Mais c'est la façon qu'il l'a amené, c'est tellement maladroit. Parce qu'en fait, pour ceux qui ne savent pas, Refn aime beaucoup travailler en ordre chronologique. Tourner le film de manière chronologique. Et puis avec beaucoup d'improvisation. Ouais, beaucoup d'improvisation, puis il se laisse un peu guider par le film. Il parle avec les acteurs aussi, ouais. Il les laisse proposer des trucs, il va souvent les accepter. Comme à la fin d'un God Forgives, en fait, c'est une proposition de Ryan Gosling. Mais ici, je trouve que ça se ressent tellement. C'est comme une idée qui est encore dans l'œuf. Ouais. C'est comme, il y a eu cette idée-là, il fait « Hey! » On a une belle métaphore filée sur les coquilles et les œufs. Mais, comme on dit, ça reste une opportunité manquée. Vraiment. Parce que même si l'idée est bonne, tu sais, comme tu disais, ça peut avoir un propos super fort sur justement le fait que la beauté, c'est quelque chose de mort, de vide. Mais, écoute, c'est tellement peu développé que, au final, ça reste une scène de nécrophilie un peu gratuite. Un choc gratuit. Et après ça enchaîne avec une suite de plans de nouveau fantasmagoriques, vampiriques. Ouais, on a un profond désaccord sur est-ce que y a une métaphore du cannibale ou une métaphore du vampire. Parce qu'en fait, pour le rappeler, les trois filles, les rivaux à Jessie, en fait, vont prendre son corps et vont la manger. Boire son sang. La manger. En fait, justement, ça peut être une super bonne métaphore. Une métaphore qui est un peu développée au début du film par justement le personnage de Gigi, si je ne me trompe pas, qui boit le sang de Jessie. Mais malheureusement, je sais qu'on se répète, c'est une opportunité perdue. Encore Parce une que fois. c'est une idée tellement bonne. Puis c'est très érotisé, là. On retrouve encore une fois, je pense, selon moi, la vibe italienne des années 70, chère à Refn. Les filles, les trois filles se baignent dans le sang, elles prennent une douche de sang, puis elles sont vraiment nues, elles se frottent l'une contre l'autre. C'est vraiment très,
film de vampire un peu cochon. Ouais. On a un dernier sursaut à la fin où l'une des assaillantes vomit une partie de... l'œil. Ouais, l'œil et puis un peu de bouillie, je sais pas quoi, en disant oh mon dieu, Je dois la faire sortir de moi. Ouais, ça termine pas mal là-dessus. Comme le Ouais. film termine vraiment en queue de poisson. Donc dans le fond, le film c'est quand même une grosse déception Moi, c'est pour une toi. énorme déception. Moi je m'y attendais, ça m'a juste fait rire. Au final, j'aurais vraiment aimé ça, découvrir que j'ai tort et que le film est finalement bon parce que, comme on a dit, il est très très prometteur. Plein d'opportunités, mais qui vont nulle part en fait. Au final, The Neon Demon m'a peut-être pas réconcilié avec Refn, Griffin. mais il y a quelque chose qui me fait peur et qui aussi m'excite beaucoup, c'est que Refn et sa compagnie de production a annoncé il y a vraiment peu de temps qu'ils allaient faire une série de 3 remakes où lui serait producteur seulement. 3 remakes de classiques d'exploitation des années 70 il me semble, 70-80. Il va y avoir Maniac Cop, mais qu'avez-vous fait à Solange? Et puis enfin un remake du Le Grand Inquisiteur avec Vincent Price. Je suis très excité par l'annonce de ces remakes là et en même temps... Un peu inquiet. Ouais, un peu inquiet quand même. On va voir. Seul le temps nous dira. Seul le temps nous le dira. C'est le moment de mettre une note, je pense. Ouais. Alors, Que là, ce sera pas très beau, je pense. non, ça va être laid. Moi, j'y vais avec un 5. Parce que, comme je disais, malgré tous ses défauts, je trouve qu'il y a quand même une base intéressante, mais à cause de tous ses défauts, ça fait en sorte que je peux pas donner plus que ça. Pour moi, avoir une base, ça suffit pas. Surtout que la base n'est même pas, je la trouve même pas solide à l'origine. Le pitch est bon, mais le pitch n'est absolument pas creusé, donc... Ouais. Il y a vraiment juste du vide là. Donc moi je vais y aller avec 3. Ouf, 3. Ça fait un beau 8 sur 20 ça. Un beau 8 sur 20. 8 sur 20. Ah, on n'est pas content de celui-ci. Hein? Merci d'avoir regardé notre vidéo. On espère que vous avez aimé nos premières impressions de Neon Demon. Si vous avez aimé, likez le vidéo, commentez pour savoir vos impressions. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour voir nos prochaines vidéos, nos prochains contenus. Et puis n'oubliez pas non plus le Facebook. Et c'est aussi l'occasion pour nous de faire une petite annonce. La prochaine vidéo sera un nouveau concept qu'on a intitulé Double Features. Ce sont des vidéos dans lesquelles on parle de 2 films qui ont soit une thématique commune, soit un traitement commun, en tout cas qui ont un rapport. Et donc si vous avez aimé The Neon Demon ou si vous l'avez détesté comme moi, réjouissez-vous parce que on va en parler dans la prochaine vidéo. On va le comparer au film Starry Eyes, une sorte de petite pépite de cinéma indépendant américain et qui traite relativement du même sujet. De thèmes similaires. Ouais, c'est ça. Mais du côté du cinéma cette fois-ci. Donc on raccroche pour aujourd'hui. Parfait. Ok. Bye bye.